Et on retrouve tout de suite Bianca Carretto pour le journal local et régional. Bonjour Bianca. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Dans votre journal, le travail sous le soleil, couvreurs, ouvriers souffrent de forte chaleur. Une atmosphère insupportable qui nécessite de trouver des alternatives. Le lycée Pernock au Lorrain élargit son offre de formation autour des filières des bioindustries et de l'eau. C'est la réforme de la formation professionnelle, une réponse peut-être aux défis de la Martinique. L'examen du code de la route change. Il propose des questions plus claires. Objectif, s'assurer que les futurs automobilistes maîtrisent des règles de base. Nous ferons la connaissance des candidats pour les sénatoriales. Présentation à 13h de Richard Batelleri du parti PIA. Et puis, plus que 5 jours avant de découvrir la décision du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, des doutes subsistent quant à l'inscription de la montagne Pelée et des pitons du Carbet sur la liste du patrimoine mondial. On débute ce journal avec ce changement dans l'examen du code de la route. Terminer les questions pièges ou alambiquées. Un objectif est affiché, s'assurer que les futurs automobilistes maîtrisent les règles de base. Un reportage de Manuel Larade. Les nouvelles dispositions du permis de conduire seraient-elles de nature à favoriser les candidats? Voici la réponse de Grégoire Gallo, un enseignant de la conduite. Visiblement, il y a 4 points qui sont sortis. Un premier point qui serait la prise de vue de certaines questions par douane, notamment des questions en matière de réglementation. Deuxième chose, pour faciliter encore les choses pour les candidats, des questions porteraient la mention une réponse ou plusieurs. Donc de façon encore à donner aux candidats la possibilité de réussir. Il y a encore 2 autres points. Un sur le fait qu'il y aura une question qui portera de manière spécifique sur certaines catégories d'usagers. Cette question-là sera posée pour comprendre un petit peu le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de ces usagers. C'est la banque de questions qui va changer et qui sera adaptée de telle sorte qu'il y ait encore plus de réussite. Il faudra désormais aller sur une plateforme pour inscrire les candidats à l'examen de conduite, les handmoraux exploitants d'auto-école et élite d'honneur de la prévention routière. Il y a des places qui sont diffusées par l'administration et c'est au plus débrouillard. C'est celui qui va vite sur la plateforme et qui voit qu'il y a des places disponibles tel jour qui prend la quantité de places qu'il lui faut. Alors si vous arrivez derrière et en retard, si vous voulez d'un examen à 7 heures, il y a déjà un autre moniteur qui est déjà passé qui prend la place à 7 heures. Le problème est le suivant. On peut avoir 2 places d'examen à 7 heures avec un inspecteur et puis avoir une autre place d'examen à 11 heures avec un autre inspecteur. Si on veut rapprocher les 2 examens, il faudra demander à l'inspecteur, il faudra demander à l'autre auto-école. Pour Driss, un candidat, cela ne change rien. Pour moi, c'est déjà assez simple. Si c'est simplifié, c'est encore meilleur pour les autres. Moi, on m'explique bien, donc ça va. Cette disposition prend effet dès aujourd'hui. Un reportage de Manuel Larade. La réforme du lycée professionnel au cœur de la visite de la rectrice au lycée Joseph Pernock au Lorrain ce matin. L'établissement propose une offre de formation élargie autour des filières des bio-industries et de l'eau. Des formations adaptées à la réalité du territoire et qui devraient répondre aux problématiques de chez nous comme les sargasses et la gestion de l'eau. La rectrice Nathalie Mons répond à Jean-Marc Dabru. C'est vraiment la volonté premièrement d'insérer mieux les jeunes. C'est-à-dire de rénover nos formations pour que ce soit plus en lien avec les besoins du territoire. Deuxièmement, vraiment de pouvoir les accompagner davantage pour qu'ils réussissent davantage dans nos formations. Non seulement en baccalauréat professionnel, mais aussi en BTS. Donc on va faire des petits groupes de soutien. On va avoir des options qu'ils font dès le bac pro qui leur permettent de mieux réussir s'ils poursuivent en BTS. Et puis la dernière orientation, c'est vraiment adressée aux jeunes. C'est une reconnaissance du travail que les jeunes effectuent dans les stages. C'est la gratification des stages. En Martinique, cette voie professionnelle, elle est particulièrement importante puisqu'on a 40% de nos lycéens qui suivent ce type de filière contre 30% seulement au niveau national. Donc c'est tout à fait central en fait pour le développement de l'île, pour son autonomie. Et là par exemple, nous sommes au lycée Pernock que nous voulons transformer en lycée innovant autour des biotechnologies et des métiers de l'eau. Vous écoutiez la rectrice Nathalie Mons. La coupe est pleine pour les gérants de l'ACU Digital. Le site fait l'objet d'actes de vandalisme ciblés et répétés depuis le début de l'année. Pour la seule période de grandes vacances, 4 entrées par effraction sont relevées. Des actes de vandalisme caractérisés notamment par la destruction de dossiers ou de vol de petits matériels. Ces attaques créent de l'anxiété au sein de l'équipe l'ACU Digital. Le directeur Emmanuel Joseph est avec Pedro Menerville.
C'est vrai qu'on en a marre, mais au-delà d'en avoir marre, ça crée un climat assez délétère, un climat un peu suspicieux. Et puis, au-delà de l'environnement qui des fois n'est pas sécuritaire, bien évidemment, l'ensemble de ces différents cambriolages s'élève à moins de 5 000 € pour une valeur totale de marchandises qu'on a ici, qui se chiffre en centaines et des centaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, oui, ce sont des actes gratuits parce que ça ne vise visiblement que la coût digital, encore une fois, et à la fois, il n'y a pas d'effraction sur le reste des bâtiments du port. Et aujourd'hui, on se pose la question de comment il est possible d'accéder à nos locaux sans passer par les autres, ou pourquoi que nous, en fait. On est sur un point d'intérêt vital qui est régi par l'État. On a comme voisin la police, la douane, l'octrice, l'armée. Et donc, on est extrêmement surpris que ces méfaits se passent, entre guillemets, sous le nez de toutes ces institutions qui représentent les forces de l'ordre. Vous écoutiez le directeur de la COU Digital, Emmanuel Joseph. Il ne reste plus qu'une association de consommateurs en Martinique. Le mois dernier, la CDM a mis la clé sous la porte, faute de moyens financiers. Pourtant, ces associations jouent un rôle important dans la défense des droits des consommateurs. Celle du François tente de résister malgré les difficultés et continue d'aider en cas de litige. C'est ce que dit André Laurent Labonne, le juriste de l'association des consommateurs du François. Il répond à Manuel Larade. La dissolution de celle de Port-le-Prince n'implique pas l'association des consommateurs du François qui va continuer à vivre, à condition naturellement de disposer des moyens, des ressources qu'il faut pour cela. Vous savez que les ressources sont diverses, elles viennent de l'État, elles viennent de la CTM, elles viennent de la Martinique. On peut demander au maire de la Martinique de nous aider, mais encore faut-il que ces ressources arrivent. La plus de personnes provenant d'autres communes, c'est normal. La DCF s'appelle François, mais la DCF c'est une association pour la Martinique. Donc tout le monde peut venir, Sainte-Marie, Lorrain, Morne-Rouge, etc. Tous ces gens viennent pour de France, viennent au François depuis beaucoup d'années. Le tissu social des gens qui viennent voir les associations de consommateurs, c'est un tissu social de personnes qui souffrent parfois à tort, mais qui souffrent quelquefois à raison. Les associations de consommateurs sont comme un groupement qui essaie de tempérer cette souffrance, d'amener à la lumière. Je peux employer cette expression parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin de force à la Martinique. Les associations de consommateurs sont là pour leur donner cette force. Aider les associations de consommateurs, c'est pas aider le groupement, c'est aider les personnes qui viennent nous voir et qui ont besoin d'une solution à leur litige. La campagne des sénatoriales est lancée. Le scrutin a lieu le 24 septembre. Dans nos éditions de 13h, nous vous proposons d'entendre les 10 candidats pendant 1 minute. Ils parleront de leur motivation et leurs grandes priorités. Nous commençons avec un candidat investi par PIA, Richard Barthéléry. Le 5 février 2023, mon parti a validé son projet pour le pays Martinique pour les prochaines années. Et j'ai décidé de porter ce projet-là jusqu'au Sénat. Nous savons très bien que le Sénat, c'est la représentation parlementaire des collectivités locales, faire remonter toutes les problématiques et chercher de nouvelles ressources, trouver de nouvelles ressources financières dans le cadre de la fiscalité communale pour les collectivités qui sont en très très grande difficulté. Je crois que nous avons ici en France, il y a un impôt qui rapporte 74 milliards d'euros environ. Et en Martinique, c'est 140 millions. La collecte, c'est 140 millions. C'est l'IR. Je vais proposer que l'impôt sur le revenu, 50% de l'impôt sur le revenu reste en Martinique. Vous voyez, je ne demande pas de l'argent, je demande que de l'argent reste, que du financement reste pour combler le déficit de nos collectivités qui sont en surendettement en Martinique. Plus de détails, plus de précisions sont à retrouver sur notre site internet martinique.lapremière.fr. Le thermomètre a du mal à redescendre ces derniers jours. Certains métiers deviennent pénibles avec la chaleur. Ceux du bâtiment ou des ouvriers de la banane, par exemple, sont de ceux-là. Pour faire face à la hausse du mercure sans crainte de la déshydratation, ces ouvriers doivent trouver des alternatives pour se rafraîchir. Le reportage de Jean-Marc Dabreux à l'habitation Acier au Lorrain. La tôle, chauffée à blanc au-dessus de la tête, Thierry, employé d'un centre de conditionnement de bananes, tente, tant bien que mal, de faire face à la chaleur. On a de l'eau en bouteille, de l'eau glacée, on met un congélateur, on met un petit ventilateur pour nous ventiler un petit peu, puis on fait avec. Son collègue, Robert, revient des champs transpirant à grosses gouttes. Sur le tracteur, je ne peux pas rester à voir ceux qui font le tirage. Lorsqu'il est midi, son chaos. Ah ouais, ça nous tue. C'est insupportable. Si le rendement reste une priorité pour Eddy Valence, gérant de l'exploitation, le bien-être des salariés est pris en compte avec un aménagement des horaires.
Donc on s'adapte, on essaye de commencer à travailler plus tôt, voilà, puisque ces jours-ci, le soleil se lève à 5h30. Donc au lieu de partir à 6h30, on essaye de partir entre 6h10, 6h15, voilà, pour déjà gagner 15 minutes. Les ouvriers peuvent ainsi rentrer avant 13h et éviter le risque d'un coup de chaleur. Un reportage de Jean-Marc Dabreux. Le dérèglement climatique, d'ailleurs, il en est question à l'Institut universitaire de technologie de Martinique, au campus de Schellcher. Des étudiants ont travaillé sur un jeu appelé la fresque du climat. Il s'agit d'un jeu d'intelligence collective, ludique et scientifique. Martine L'Heureux a animé les ateliers dans un entretien. Elle nous explique les règles et l'intérêt de ce jeu. Elle est avec Manuel Larade. Martine L'Heureux, bonjour. Bonjour. Présentez-nous justement ce jeu, la fresque du climat. C'est un jeu qui permet de comprendre et de prendre conscience des causes et conséquences du dérèglement climatique, de saisir l'urgence climatique et derrière de débattre des actions possibles. On y trouve 3 parties. Une partie d'abord très scientifique qui nous donne comment fonctionne le système climatique et quels sont les impacts météo et les impacts sur nos sociétés humaines et les impacts sur le vivant. Ensuite, il y a une partie plus créative parce que c'est très intense pour les personnes de recevoir ça. Et ensuite, s'enclenche un débat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde est sur la même prise de conscience, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? À quoi on est prêt à renoncer? Et à quoi on est prêt à s'adapter? Parce que le monde est en plein déséquilibre et il va falloir qu'on s'y adapte au quotidien, que les jeunes arrivent à s'y adapter aussi en se projetant dans leur vie future, dans leurs études, qu'on s'y adapte dans nos organisations, dans nos entreprises, enfin bref, que toute notre vie, que ce soit personnelle ou économique, s'y adapte. Quand on pense adaptation, on pense également atténuation, ce sont les 2 maîtres mots du GIEC, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte d'avoir moins d'emprise, mais aussi faire en sorte que notre monde fonctionne avec des températures beaucoup plus chaudes, comme celles dans lesquelles on est en train de faire face aujourd'hui, avec des événements extrêmes qui arrivent de manière beaucoup plus forte. De par le monde, l'ensemble des catastrophes qui a eu lieu. En Italie, en un jour, 6 mois de pluie. En Espagne, des sécheresses énormes, mais aussi des incendies et aussi des pluies diluviennes. En Grèce, des incendies énormes qui ont ravagé des îles. À Hawaï, un ouragan doublé d'incendies qui ont été meurtriers, qui ont obligé à une évacuation, qui ont détruit des endroits. En Californie, au Brésil, au Chili et dans toute l'Amérique du Sud, où actuellement on devrait être en hiver et où ils sont dans des températures à 30 degrés. Ils sont en train d'affronter des cyclones par là, des phénomènes qu'on n'avait jamais vus. Partout dans le monde, il n'y a plus un territoire qui échappe au dérèglement climatique. La Martinique n'est pas épargnée. La Martinique n'est pas épargnée et nous sommes, à mon avis, encore un peu trop dans le déni. Nous vivons les choses, en fait, pour l'instant par petites touches. C'est-à-dire que la température s'élève, c'est problématique et c'est déjà très problématique pour les agriculteurs. C'est déjà très problématique au niveau de l'eau disponible, mais ce n'est pas encore très problématique pour tout le monde. Pourtant, tout le monde en ressent un bout par rapport à la conjoncture mondiale. Par exemple, Lee nous a épargnés. Imaginons que Lee, le dernier ouragan qui s'est renforcé de catégorie 1 à catégorie 5 en quelques heures, vous vous rendez compte si ça était tombé sur nous? On n'aurait jamais été prêts. Est-ce qu'on est prêt à affronter ça? Est-ce qu'on est prêt à avoir une vie après ça? Et puis surtout, est-ce qu'on est prêt à avoir une répétition possible de ça? Et en fait, par contre, les effets qu'on a, c'est qu'on a complètement une panne d'alizé. On a une température qui monte. Vous imaginez toutes les personnes, il faut aller interviewer les personnes qui travaillent dehors en ce moment. Les personnes qui battent le béton, les personnes qui travaillent sur les routes, les personnes qui ont des métiers agricoles. C'est signalé dans le monde entier comme quoi, en fait, les maladies reliées au travail sont en plein boom d'augmentation à cause de la chaleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ne réalisent pas que leur corps a besoin juste de s'arrêter. Ils se disent juste, il faut que je tienne mes délais habituels, il faut que j'arrive à la fin de ma tâche parce que c'est comme ça que je fais habituellement. Or, dans des conditions de chaleur et d'humidité, notre corps n'a pas la même souffrance à l'intérieur et donc ne réagit pas pareil. Et malheureusement, les dégâts qu'on commence à voir dans le monde sur les personnes qui travaillent notamment en extérieur sont très forts. Ça peut aller jusqu'à une explosion du nombre de dialysés. C'est pas des maladies anodines, hein. On doit vraiment prendre plus conscience de ça pour protéger la personne humaine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous écoutiez Martine L'Heureux, la référente de la fresque du climat. On va continuer sur le volet environnement et on va s'intéresser à ce rapport régional sur les catastrophes en Amérique latine et dans les Caraïbes publié par l'ONU. Un rapport qui nous apprend que l'Amérique latine et les Caraïbes sont classées 2e région du monde les plus exposées aux catastrophes naturelles. Qu'est-ce qui l'explique? Quels sont les principaux éléments mis en lumière dans ce rapport? Pascal Pétrine le détaille.
Dans ce rapport, on y apprend que plus de 190 millions de personnes ont été touchées par un ouragan, un tremblement de terre, une sécheresse, une avalanche ou un volcan depuis 2000. Ce qui signifie, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires et le Bureau de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophe, que 3 habitants sur 10 de ces régions ont dû faire face à l'un des 1534 phénomènes enregistrés sur la période. Autre constat, nos régions combinent plusieurs facteurs de risque importants et interdépendants lorsqu'un aléa climatique se présente. Les phénomènes météorologiques extrêmes et les événements sismiques se produisent souvent dans des endroits où pauvreté, inégalité, insécurité font partie de la vie quotidienne des populations, selon l'un des rapporteurs. Ce qui entraîne un impact certain sur les pertes humaines et matérielles lors du passage de ces événements, qui ne devraient plus être qualifiés de catastrophes naturelles tant la responsabilité humaine est intimement liée aux perturbations que connaît actuellement notre planète. Et même si les risques naturels ne sont pas toujours évitables, ce rapport vient nous rappeler que compte tenu des enjeux futurs, l'analyse des tendances passées doit permettre dans l'avenir une atténuation des risques encourus par des millions de personnes. Pascal Pétrine sur Martinique, la première. La montagne Pelée et les pitons du Carbet vont-ils figurer sur la liste du patrimoine mondial ? Le comité du patrimoine mondial est actuellement réuni à Riyad, en Arabie Saoudite, pour statuer. Et rien n'est bien sûr pour les porteurs de la candidature. Les experts mandatés par l'ONU ont soulevé plusieurs points qui justifient, selon eux, de différer la candidature martiniquaise. Mais Philippe Franc, ambassadeur de la France auprès de l'UNESCO, reste confiant. Il est joint au téléphone par Quentin Menu. Nous travaillons à inverser, à surmonter cette recommandation et à faire inscrire le bien au patrimoine mondial dès la réunion de Riyad. Il y a les recommandations des experts et ensuite il y a le vote des pays membres du comité du patrimoine mondial. Donc il y a 21 pays qui peuvent, pour des raisons diplomatiques ou politiques, décider qu'ils vont aller au-delà des recommandations d'experts parce qu'ils ont une opinion plus favorable, par exemple, sur le bien examiné. Et à ce moment-là, ils vont décider de l'inscrire parce qu'ils considèrent que les recommandations des experts sont intéressantes, mais n'empêchent pas l'inscription. Voilà. Le compte à rebours est donc enclenché. Dans 5 jours, on saura si la montagne Pelée et les pitons du Nord seront inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après plusieurs échecs, David Zobda a fait part de son optimisme. Le conseiller exécutif en charge notamment de l'aménagement et du développement durable était dans Sazot Kadi ce matin. Je pense que nous avons de bonnes chances de gagner, très sincèrement, nous avons de très bonnes chances de remporter ce label. Je ne veux pas présumer de ce que les discussions entre ambassadeurs, cette discussion donnera, je peux pas non plus anticiper, mais évidemment quand nous arrivons jusque-là, nous avons tout fait pour que notre candidature soit acceptée et validée. Donc je suis très optimiste sur nos chances de réussir. 13h18, on termine ce journal avec notre série sur la vie après le Bumidum. Rencontre avec les enfants de ces bumidomiens. Dans cet épisode, il est question de la perpétuelle quête d'identité. Emma Giaconelli. Si Bumidum a longtemps rimé avec déracinement pour les Antillais et les Réunionnais arrivés dans l'Hexagone, qu'en est-il pour leurs enfants nés dans l'Hexagone? Son identité antillaise, Teddy Ambroise, dont les parents sont arrivés en région parisienne au temps du Bumidum, a mis un sacré temps avant de la construire. Avant mes 17 ans, je me considérais juste comme peut-être un Français à part entière, un Français noir. Parce que bon, j'ai quand même subi en fait, même, du coup, des propos et des attaques racistes. Mais je pense que j'ai vraiment pris conscience en fait, de mon identité antillaise en tant que telle à mes 17-18 ans. Je pense que j'ai subi peut-être un blues. J'ai eu envie d'être encore attaché à la Guadeloupe d'une manière ou d'une autre. Un constat partagé par la réunionnaise Véronique Larose. Enfant, elle a beaucoup souffert du déracinement de sa mère et parvient désormais à en tirer une analyse. En fait, je pense que toutes les personnes qui sont en situation migratoire ont cet énorme dilemme, un peu schizophrène, de ne pas trop savoir où est leur place. Parce que finalement, la vie, elle continue sans eux là-bas. Ici, ils n'ont pas forcément l'impression d'être acceptés ou en tout cas tolérés. Je me suis dit, finalement, je vais devoir essayer d'exister avec tout ce puzzle, même si je n'ai pas toutes les pièces. Réussir à sortir de ce sentiment de n'être ni d'ici ni d'ailleurs, ce n'est pas chose facile pour ceux que l'on pourrait appeler les enfants de bumidomiens. Teddy Ambroise. Je ne sais pas si je pourrais totalement dire que je me suis construit totalement là aujourd'hui, mais après, je pense que ça va beaucoup mieux et peut-être que ça ira encore mieux quand je pourrai passer le relais
Transmettre cette identité retrouvée, c'est tout l'enjeu des générations à venir pour Teddy et Véronique. C'est la fin de ce journal. Bon après-midi à tous.